Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. C'est l'information du jour. L'attaque ce matin de la brigade de la gendarmerie de la localité d'Ayoru, située à environ 200 km de Niamey, la capitale, dans la région de Tillabéri. Tôt ce matin, des individus armés non encore identifiés à bord de motos et de véhicules, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, ont donc pris pour cible cette brigade de la gendarmerie de la localité d'Ayoru. Le bilan provisoire, selon toujours ce même communiqué du ministère de la Défense, fait état de 13 gendarmes tués et 5 autres blessés. Des poursuites seraient actuellement en cours dans la zone pour rattraper ces individus qui ont perpétré cette attaque qualifiée de terroriste dans le communiqué, et ces individus se seraient dirigés vers la frontière avec le Mali. Et puis c'est justement la raison de cette attaque qui a fait que ce matin à l'Assemblée nationale, la plénière qui devait entendre le Premier ministre chef du gouvernement sur l'indépendance énergétique de notre pays a été reportée. Cela à la demande du député auteur de la question, donc de l'interrogation posée au gouvernement sur cette question. Je propose de suivre à cet effet le résumé de nos reporters qui étaient sur place ce matin au Parlement. Il s'agit de Halidou Bourema et Adamou Soumana. Les élus nationaux se retrouvent ainsi en plénière pour échanger avec la ministre en charge de l'énergie représentant le Premier ministre sur l'indépendance énergétique au Niger. Une interpellation reportée à une date ultérieure sur demande de son auteur qui nous livre les raisons de ce report. Comme à notre habitude, dès qu'il y a des événements malheureux dans le pays, l'opposition parlementaire demande une suspension de toute activité pour observer une fatia. Ce matin, je me préparais à venir à l'Assemblée nationale, comme nous étions auteurs d'une interpellation du Premier ministre sur un problème épineux que vous connaissez déjà, l'électricité. Je suis de Tillabéri, je vous informe, je suis député national, et on m'a appelé pour me dire que à Ayoru, une localité de la région de Tillabéri dont je suis d'ailleurs, située à l'extrême ouest de Tillabéri vers la frontière du Mali, a fait l'objet d'une attaque barbare. Le bilan est lourd. De toute façon, le gouvernement va vous le dire, le nombre de morts dans le rang de nos FDS. Dans ces circonstances malheureuses, nous avons été obligés de retirer ou du moins de reporter l'interpellation sur l'électricité du Premier ministre. Cette situation sécuritaire du pays doit également faire l'objet d'un examen minutieux selon le député national. Je tiens à vous informer que ça va faire l'objet aussi d'une étude minutieuse des fonds conséquents que l'Assemblée nationale, à chaque occasion, vote ou du moins met à la disposition du gouvernement pour nous sécuriser. Je m'interroge aujourd'hui où va réellement ces fonds. Chaque jour on nous attaque, chaque jour on ne nous dit pas ceux qui nous ont attaqués ont été pris, on ne nous dit pas ça. Vivement que des réponses idoines soient trouvées à cet épineux problème sécuritaire qui endeuille plusieurs familles nigériennes. En lien toujours avec la question sécuritaire, l'information courait depuis quelque temps. Les soldats tchadiens qui sont sur le territoire nigérien, au niveau notamment de la région de Difa, se seraient retirés. Eh bien, cette information a été confirmée hier par le ministre en charge des relations avec les institutions au Parlement lorsque les députés discutaient de la loi la loi habilitant donc la loi lorsque les députés nationaux discutaient de la loi qui proroge l'état d'urgence instauré justement dans la région de Difa et dans les deux autres régions, à savoir Tawa et Tillabéri. C'est donc à cette occasion que le ministre Issouf Barkey a confirmé le retrait des soldats tchadiens qui sont sur le territoire nigérien au niveau de la région de Difa. À cet effet, la rédaction de la télévision Labari a recueilli la réaction d'un acteur de la société civile. Il s'agit de Lawali Aboubakar que je propose d'écouter. Rien qu'avant-hier, le gouvernement a encore prorogé
donc l'état d'urgence dans la région de Difa et de Tawa. Ça veut dire que l'insécurité est une réalité. Ça veut dire que le Niger est véritablement en guerre dans ces zones-là. Le Niger est violemment attaqué. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que quand même l'armée tchadienne, c'est quand même l'armée d'un pays. Et c'est une armée républicaine. Et qui relève leur présence sur le territoire nigérien, c'est parce qu'il y avait une collaboration. Il faudrait rappeler à l'opinion que les Tchadiens avaient accepté de se mettre du côté des Nigériens et de l'armée nigériane lorsqu'il s'agissait de lutter contre le phénomène de Boko Haram. Or, le phénomène de Boko Haram a changé. Il est devenu un autre phénomène, un autre type de terrorisme violent, cette fois-ci avec des actions sporadiques, mais aussi qui ne nécessitaient pas peut-être la présence des soldats en milliers sur le territoire nigérien. Ça, c'est la première réflexion qu'il faut faire. Donc, les Tchadiens peuvent estimer que depuis c'est des actions sporadiques, donc que les pays doivent se protéger, donc l'intégrité de leur territoire. Donc, autant laisser aller s'occuper de la frontière du Tchad avec les autres pays, même y compris celle du Niger, puisqu'on a quand même une grande partie de frontière avec le Tchad via la Komadougou. Maintenant, en ce qui concerne le Niger, je pense que principalement, c'est parce que l'armée nigérienne elle-même, elle s'est fait beaucoup assister de ces forces étrangères, qu'il faut désormais appeler forces colonisatrices. Parce que nous avons quand même la coopération militaire française, la coopération militaire américaine, la coopération militaire allemande, et peut-être bientôt, elle va prendre une autre tournure, elle va peut-être être chapeautée par le G5 qui est en train de trouver un autre type de financement. Mais je pense que c'est une recolonisation parce qu'on est en train de réoccuper le territoire colonial français qui est nigérien pour des raisons mesquines. Certainement que les Tchadiens ont compris cela. Il s'agit de nos ressources souterraines. Il n'y a plus rien à dire. C'est parce que tout simplement le Niger renferme beaucoup de ressources de sous-sol que, effectivement, ces forces-là sont là. Et comme elles sont du côté de l'armée nigérienne, et comme elles refusent de donner la logistique entre les mains des soldats nigériens, c'est les soldats nigériens qui tombent. C'est les gendarmes nigériens qui tombent. C'est les FDS nigériens qui tombent. Eux, ils ne tombent pas. Imaginez, au moment où nous parlons, il y a eu déjà une attaque de très bon matin dans la région de Tillabéri, à Ayoru précisément. Et il y a des dizaines de morts déjà. Mais quelle est l'intervention sporadique qui est arrivée là-bas pour arrêter le mal? Il n'y en a pas eu. Donc je pense qu'ils sont là pour d'autres intérêts. Leur présence, c'est pour avoir un regard sur nos ressources. C'est pour montrer que nous sommes encore dans la recolonisation. Mais je pense que le débat va évoluer parce que ce qui se passe présentement en France par rapport aux actions d'Areva, par rapport à tout ce qu'Areva est en train de faire au détriment du peuple nigérien, de la majorité du Nigérien, je pense que le débat va évoluer et peut-être que cette fois-ci, c'est la géopolitique internationale qui va agir dans le sens de la diplomatie pour trouver définitivement des solutions. Mais les Tchadiens, ils ont raison de partir parce que si vous aidez un pays, c'est pour qu'il se protège. Mais lorsque le pays lui-même n'a pas les mains libres, n'a pas cette indépendance, cette souveraineté de se défendre, bon, il n'y a pas de raison à rester sur le territoire nigérien. Restons toujours dans la région de Difa. Vous le savez, depuis les attaques de la secte Boko Haram et surtout depuis l'instauration de l'état d'urgence, la principale activité économique qui consiste en la culture du poivron le long de la Komadougou-Yobé avait été interdite. Et bien, cette production a été autorisée à reprendre, comme nous le confirme ici le maire de la localité de Bosso, la première à avoir été attaquée par la secte Boko Haram. Il a été joint cet après-midi au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. Effectivement, ils ont repris l'activité du poivron. Déjà, les gens ont commencé à aller préparer le terrain. Depuis hier, les gens ont commencé à travailler. Donc, il y a des gens qui ont même planté parce qu'au début, ça a été autorisé. Donc, c'est pour cela qu'ils ont un peu commencé très tôt. Maintenant, ils ont quand même planté, il n'y a aucun problème. On peut dire que c'est un ouf de soulagement pour la population de la jeune en général. Oui, effectivement, c'est un ouf de soulagement parce que sans ça, vraiment, c'est pas facile. Donc, on ne peut pas toujours continuer à les assister. Et même si les gens ont besoin, quand même, il faut quelque chose de côté. Donc, s'ils arrivent à produire, donc eux-mêmes, je crois que c'est bien. Là, beaucoup ont travaillé. Oui, quelle est la place qu'occupe la production du poivron dans votre zone? Oui, c'est la première place parce que au niveau de la commune de Bosso, la culture du poivron occupe la première place. Et c'est après, donc, la pêche occupe la deuxième place. On peut estimer à combien les producteurs et les superficies exploitables? Bon, même si on n'a pas aidé, quand même, on a la situation, les
gens cultivent à peu près 1000 hectares, même si c'est pas tout le monde maintenant qui arrive à cultiver. Sinon, c'est plus de 1000 hectares qui vont cultiver. Et les producteurs, à combien vous pouvez estimer leur nombre? Il y a des villages où on trouve 300, 400 producteurs, 200, ça dépend. Mais on a quand même plus de 10 000 producteurs. Et quel est l'apport de la commercialisation du poivron? Qu'est-ce que ça rapporte pour l'économie de la région? Vous savez, ça rapporte beaucoup. Parce que la culture du poivron occupe la première place. Donc, vous savez, c'est des millions que les gens gagnent, c'est eux-mêmes, c'est des milliards. C'est avec ça qu'ils font tout. Et effectivement, pourquoi je dis que c'est un offre de soulagement. Voilà le maire de Bosso, El Haj Bako Mamoudou, sur la reprise de la production du poivron dans la région de Difa. L'association Alternative Espace Citoyen, comme à son habitude, organise chaque année à l'occasion de la session budgétaire au niveau du Parlement une session parallèle, dite session budgétaire citoyenne, au cours de laquelle les citoyens participent à l'analyse du projet de loi des finances pour l'année budgétaire de l'année qui suit. Pour le cas d'espèce, il s'agit du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2018 qui est donc actuellement en examen au niveau du Parlement. Eh bien, cette session budgétaire citoyenne a été officiellement ouverte hier au niveau du siège de l'association, comme nous le rapportent nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Passer à revue le projet de loi budgétaire en vue d'édifier les citoyens quant au contenu de ce projet qui est en cours d'examen par les parlementaires, objet de cette cérémonie initiée par Alternative Espace Citoyen. Comme chaque année, cette année aussi, nous allons faire cette session-là en parallèle à la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Nous allons regarder le projet de loi de finances soumis par le gouvernement à l'Assemblée. Nous allons analyser, voir qu'est-ce qu'il y a de bon dedans et qu'est-ce qui pose problème. D'ores et déjà, beaucoup d'entre vous ont vu le projet ou ont entendu parler de ce qu'il y a dans le projet. En particulier, le fait qu'il y a un train de mesures, à peu près une vingtaine de mesures que le gouvernement envisage de prendre, notamment en ce qui concerne la question donc, de la fiscalité. Partager ces éléments un peu partout, parce que nous avons l'intention cette année, malgré toutes les difficultés, en tout cas nous avons l'intention de faire des sessions aussi dans différentes localités, dans des quartiers, si vous êtes prêts, pour expliquer tout ça. Cette structure de la société civile invite toute personne capable d'apporter son expertise à se joindre à elle pour élever tous les points qui nuisent aux citoyens. D'une manière générale, on sait que ces trains de mesures envisagés par le gouvernement dans le cadre de la loi des finances, déjà à première lecture, tout le monde comprend que cela va avoir une certaine incidence sur le pouvoir d'achat des citoyens, sur leurs conditions de vie, puisqu'on va leur prendre plus d'argent. On va leur prendre plus d'argent, mais ils ne recevront pas plus de services de la part de l'État. Et c'est cela qui est grave. Ce que nous voulons faire, c'est justement de travailler ensemble, tous les acteurs, on est ouvert à ça, tous les acteurs, analyser le budget comme le font les députés, comprendre, saisir, ressortir les éléments clés sur lesquels nous voulons mener notre bataille. Et donc c'est pour annoncer cela et vous inviter à vous inscrire, pour ceux qui sont intéressés, dans le groupe de travail que nous allons mettre en place. Ce sont les points négatifs qui vont être répertoriés au cours de cette session budgétaire qui vont servir de base de protestation du budget 2018 au cours d'une manifestation pacifique qu'il compte organiser le 11 novembre prochain. La société Satom a organisé aujourd'hui ce qu'elle appelle la journée de la sécurité. C'est la 4e édition. Il s'agit en fait d'une journée au cours de laquelle les responsables de cette société rappellent aux travailleurs qu'elle emploie donc les règles minimum de sécurité au travail. Il s'agit aussi pour les responsables de cette société de les distinguer les meilleurs travailleurs qui respectent donc la qualité du travail et qui respectent aussi les normes de sécurité. Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Leadership en matière de qualité de prestation et de sécurité,
La société spécialisée dans le domaine de construction d'infrastructures, SATOM, célèbre la 4e édition de la journée de la sécurité initiée par le groupe Vinci. Le responsable de Sogea SATOM Niger nous situe l'importance de cette journée. Pour Sogea SATOM, la sécurité, c'est une priorité. Nous avons un souci majeur pour nous et tous nos collaborateurs sur les différents chantiers d'atteindre l'objectif de zéro accident mortel. Donc, dans ce souci, nous tenons à impliquer l'ensemble de nos collaborateurs dans la démarche sécurité que nous avons mise en place. Et l'un des outils de cette démarche, c'est le Pre-Start Meeting, qui est un mode de préparation de chantier qui permet à chaque collaborateur de participer à notre activité, de participer à nos objectifs et ainsi de contribuer à l'atteinte de nos objectifs. La sécurité, c'est au cœur de notre métier. Et les ressources humaines, c'est le cœur de tout ce qu'on fait, de toute notre activité au Niger. Donc nous, ça nous donne l'occasion justement de récompenser tous nos anciens collaborateurs qui travaillent avec nous depuis une trentaine d'années. Et c'est aussi pour montrer aux nouveaux arrivés que chez Sogea SATOM Niger, on est là pour longtemps, on n'est pas là pour un jour. Ainsi, pour joindre de l'acte à la parole, la société a organisé un exercice pratique par groupe sur les normes à respecter avant d'aller sur le chantier. Et c'est ainsi que l'équipe dirigée par Serine Diop est sortie vainqueur. C'est un long travail, hein. Nous avons commencé ce travail depuis longtemps. Donc je pense qu'à l'aboutissement, c'est ça. Parce que nous sommes très contents, quoi. De toute façon, c'est un travail de longue haleine. Nous l'avons beaucoup bien commencé et je pense bien que ça devrait se terminer comme ça, quoi. C'est une bonne initiative parce que normalement, le Pre-Start Meeting, c'est le boulot, quoi. C'est ce qui fait tout le boulot. C'est le début et c'est la fin. Donc, si le Pre-Start Meeting est respecté, normalement, le boulot est bien fait et tout le monde est content. Le courage, l'abnégation et le professionnalisme des agents ont permis à SATOM d'être le leader incontesté en matière de qualité de prestation en Afrique, ce qui lui a valu plusieurs distinctions au Niger et dans la sous-région. Une soixantaine d'agents de SATOM ont reçu des distinctions, toujours au cours de cette même cérémonie. Et puis le collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports a fait ce matin le bilan du mouvement de grève de 48 heures observé par les agents de ces différents secteurs à son appel. Une grève qui, il faut le rappeler, a été observée pour, entre autres, dénoncer l'attitude du ministre en charge de la jeunesse et des sports, mais aussi et surtout les différentes mesures qu'il est en train de prendre dans la conduite de ce département ministériel. C'était au cours d'un point de presse résumé pour nous ici par Nasser Seydou et Asmaou Seydou. Après 2 jours d'arrêt du travail qui ont paralysé les services du ministère de la Jeunesse et des Sports, les responsables syndicaux du collectif des syndicats du secteur se sont retrouvés ce samedi pour faire le bilan. S'agissant de la grève elle-même, il est important de rappeler les motifs. Nous avons dit qu'il faut impérativement que l'environnement de travail soit amélioré. Nous n'avons pas demandé un certain luxe. Nous avons demandé les minimums de conditions de travail. Et c'est ça que le ministre est incapable de satisfaire, et puisqu'il nous y pousse, allons-y. Deuxièmement, les nominations illégales et illégitimes. Il faut bien le souligner. Parce que tout ce qu'il a mené d'ailleurs, disons qui sont sortis de nulle part, qu'il est venu nommer, sont, nous l'avons déjà dit, statutairement et techniquement incompétents. Le troisième point, ce sont nos camarades qui ont plus d'1 an sans affectation. Ils sont là. Et pendant ce temps, on amène des gens sortis de nulle part, aussitôt arrivés, aussitôt affectés, aussitôt nommés. Nos camarades sont là. Nous, on nous dit de sortir de la maison. Eh bien, que le ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que c'est de lui qu'il s'agit, comprenne qu'il ne fera sortir personne de cette maison. Cependant, le collectif appelle le ministre à revenir sur les décisions qui ont poussé les agents à observer cette grève. Par ailleurs, ce mouvement aussi vise également à le faire partir parce que c'est un signal, c'est un message que nous lançons au chef de gouvernement pour qu'il procède à son remplacement parce que
il n'est pas compétent. Et au-delà du Premier ministre, nous lançons aussi l'appel au président de la République. Au président de la République. Parce qu'il a fait preuve d'incompétence, il ne peut rien arranger ici. Si réellement les plus hautes autorités de ces pays sont soucieuses de la jeunesse et du développement du sport, alors qu'ils cherchent un autre ministre pour la jeunesse et le sport. Parce que celui-là, il n'est pas venu pour travailler. Pour la bonne marche de ce ministère, le collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports appelle le ministre à un dialogue. Au cas contraire, un nouveau préavis sera déposé dans les jours à venir. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.